Hassan Alani. Donc, allô Hassan, comment ça va aujourd'hui? Très bien, Richard. Et toi? Ça va super bien, merci de demander. Donc, Hassan, toi, tu as un doctorat, en fait, de l'Université Laval en santé communautaire. Ton directeur de thèse est ici, Jean-Paul Fortin. Tu es présentement en postdoctorat. Est-ce que c'est ton deuxième postdoctorat ou c'est le même des IRSC? Donc, IRSC avec l'INES et FRQS, c'est comme une combinaison. En fait, c'est le même mais pas le même en même temps parce que là, j'étais l'un des lauréats de la bourse d'impact sur les systèmes de santé qui a été initiée par les ARSC. Donc, j'étais l'un des lauréats québécois, en fait, et mon organisme d'accueil était l'INES comme organisme décisionnel. Et là, j'ai travaillé justement à l'INES pendant 2 ans, mais parce il faut un mentor universitaire pour 20% de notre temps. Donc, c'était Pascal Lowe du côté de l'École de santé publique dans de Montréal. Et j'ai fini officiellement mon postdoctorat en novembre dernier. Et donc, l'idée principale, c'était que l'INES me gardait pour travailler avec eux par la suite. Mais moi, j'avais pris la décision de continuer en recherche. Je ne me voyais pas faire une carrière, en fait, au niveau de soit c'est comme à l'INES ou dans la haute fonction publique. Je voulais vraiment continuer en recherche. Donc là, j'ai continué avec Pascal Loux dans une lancée pour un autre projet, justement, qui est au lien direct ou indirect avec ce que je faisais avant. Donc, on va dire que c'est la continuité de ce que je faisais avant. Voilà. OK. Et Hassan, si on t'invite aujourd'hui, c'est dans le cadre aussi, donc, les grandes entrevues du Living Lab Charlevoix, mais on a aussi parti une école d'été de communication scientifique auquel participent nos étudiants en médecine, mais aussi nos étudiants en maîtrise, doctorat à la chaire de recherche en médecine d'urgence. Et donc, on t'a invité aussi parce que pour essayer d'entrer dans ta tête, de comprendre l'écrivain que tu es, parce que tu es vraiment quelqu'un qui est tu écris excessivement bien sur sur le plan scientifique et probablement que si tu écrivais des romans, ça serait fascinant aussi, si jamais tu veux explorer cette piste-là. Mais tu es quelqu'un qui a une très belle plume. J'ai remarqué ça tout de suite. On a collaboré sur plusieurs papiers ensemble. J'ai eu le privilège de lire plusieurs de tes papiers et finalement presque rien faire parce qu'il était toujours parfait, presque en première version. Fait qu'écoute, ça, c'est un côté de toi qu'on veut explorer aujourd'hui, finalement, comment tu fais pour faire ça. Mais tu es aussi un grand penseur au niveau du système de santé, OK? Particulièrement sur comment implanter des innovations. Des innovations qui pourraient paraître assez de base pour le commun des mortels dans ces jours-ci, c'est-à-dire les dossiers électroniques, OK, qui sont toujours un peu difficiles pour être un médecin clinicien aussi, là. On se demande des fois, le système de santé, on dirait qu'il n'a pas évolué comme le reste de la société, en fait. Mais tu es aussi à l'avant-garde de tout ce qui est télémédecine. Donc, et surtout, maintenant, en temps de pandémie, il y a eu toute une explosion au niveau de la télémédecine. Mais pas beaucoup de gens, je pense, connaissent le fait que tu es aussi un grand penseur en intelligence artificielle, ce domaine qui pourrait être et qui est déjà un peu une fierté du Québec. Et donc, ce que j'aimerais commencer par juste te poser une question. Ça fait des années que tu étudies ça, en fait. Peut-être une dizaine d'années par ton expérience antérieure. Est-ce que, Hassan, d'abord, veux-tu m'expliquer, quelqu'un qui veut innover dans le système de santé actuellement, c'est quoi les défis auxquels il va faire face? Tu es l'expert, tu es un des experts là-dedans. En fait, là, tu me poses une colle parce que c'est quoi pas les défis davantage, en fait, quand on regarde aujourd'hui. Je vais juste donner en fait un aperçu sur mon parcours. Vous allez comprendre à peu près comment je fonctionne. En fait, moi, j'ai un parcours un peu, on va dire, éclectique, ce qui est un peu difficile à comprendre pour beaucoup de monde dans mon cheminement. C'est que je suis biologiste de formation.
en France, donc biologie médicale, informatique, biologie, microbiologie médicale comme première formation. Après, je m'ennuyais au laboratoire, j'étais allé faire de la santé publique, de la santé publique et de l'informatique médicale. Et je commençais un peu à travailler comme justement dans le conseil au niveau des technologies numériques dans le domaine médical au début des années 2010. Donc, c'est encore récent et je commence à m'ennuyer. Et là, je m'intéressais aux politiques publiques. Justement, les systèmes de santé, comment ça fonctionne, justement, les innovations dans les systèmes de santé. Parce qu'il y avait le côté entreprise, mais on se disait mais tout le temps comment ça fait que ça ne marche pas dans les systèmes de santé. À cette époque-là, j'étais encore en France. Et c'est là où je commençais à m'intéresser à la télésanté, télémédecine, mais vraiment dans une perspective des organisations, des hôpitaux. Il y avait à ce moment-là, au début des années 2010, ce qu'on appelait l'hôpital numérique, qui était à la mode à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, on se rendait compte que même l'informatique médicale était trop technique, centrée davantage sur les technologies. On venait de se rendre compte, parce que ça fait déjà une vingtaine d'années que c'était comme ça. Et là, je me disais que probablement, il y avait quelque chose aussi qu'à comprendre le fonctionnement des organisations, les hôpitaux, les organisations de la santé, des systèmes de santé. C'est là que je m'étais intéressé en fait aux politiques publiques pour savoir un peu c'est quoi les décisions qui influencent comment ça se fait qu'un dossier électronique ne marche pas ou comme un programme de télémédecine ne marche pas. Si je voulais parler au niveau de l'innovation, il y a à mon avis trois niveaux. Il y a le niveau des individus eux-mêmes, en fait, ou les personnes elles-mêmes, qui fait que soit elles estiment que l'innovation n'a pas lieu, ou il n'y a pas d'un besoin, ou c'est juste que leur quotidien fait qu'ils ont autre chose à faire que entre guillemets, de réfléchir à innover. Il y a aussi les difficultés au niveau des organisations aussi, que la capacité des organisations à innover, ou juste et ça a été énormément ignoré historiquement. C'est toute la dynamique des acteurs à l'intérieur des organisations, ce qu'on appelle en sociologie les équilibres négociés, la gouvernance, la relation d'agence, la symétrie d'information, qui sont centraux dans le fonctionnement des systèmes de santé. Ce que Mintzberg appelle les bureaucraties professionnelles, c'est le système de santé. Ce qui fait qu'on a des entités semi-autonomes au niveau des organisations, donc il faut trouver des consensus, il faut trouver de nouveaux équilibres. Des fois on challenge des dynamiques de pouvoir aussi, des privilèges, etc., etc. Et ça n'a été pas beaucoup pensé ces 30 dernières années. Et après, bien sûr, au niveau des systèmes de santé, on a encore un peu, au niveau des politiques publiques, on le voit par exemple dans le financement de l'innovation, c'est davantage on finance les technologies, mais ça manquait souvent de vision. On finance, mais pour aller où? Par exemple, c'est très peu de voir que le financement d'un programme systémique de technologie numérique, et on intègre par exemple la perspective de ce qu'on appelle la transition épidémiologique, les maladies chroniques par exemple, ou le vieillissement de la population. Donc, il faut l'inscrire dans une vision, c'est quoi un besoin, le besoin qu'on veut, ou les défis qu'on veut régler. Quand on regarde un peu les initiatives même de financement des innovations, etc., ça reste vraiment très en silo ou très spécifique. Ce qui fait, le jour où on veut les institutionnaliser, il y a toutes les barrières organisationnelles et systémiques qui font que comment dire là, ça lève pas. Et à mon avis, aujourd'hui, si je reviens un peu sur nos travaux, par exemple, avec Jean-Paul, ces 7 dernières années, on a beaucoup travaillé du côté organisationnel principalement. Et là, il y a énormément de défis à régler, à développer les conditions favorables à l'innovation dans les organisations de santé, à développer ce qu'on appelle, justement, ton exemple des laboratoires vivants ou des centres d'expertise à l'intérieur même de nos organisations. On a des choix politiques aussi avec la centralisation qui fait qu'on tue quasiment le potentiel d'innovation pour les organisations. La centralisation, ça touche aussi l'informatisation et l'innovation. Mais cette année ou deux, là, je commence vraiment à réfléchir davantage sur dans une perspective davantage macro-systémique, un peu sur ce qu'on appelle un peu les innovations axées sur la mission, parce que probablement, quand on voit les défis sociétaux que l'intelligence artificielle, par exemple, se lève, il faut vraiment de réfléchir c'est quoi la mission qu'un système de santé veut porter. Et c'est très difficile, parce que quand on regarde aujourd'hui, on réfléchit sur les solutions, mais on n'est même pas d'accord on ne s'est même pas d'accord sur
sur c'est quoi le problème finalement, parce que chacun définit son problème dans son coin, donc on veut trouver des solutions sur un problème qu'on n'a même pas défini. Donc, grosso modo, c'est très complexe. Ouais. Et quelqu'un qui s'avance dans le système de santé actuel avec, par exemple, une plateforme de télémédecine comme Reax, va faire face. Donc, si tu parles, par exemple, de Reax, puis tu as entendu le créateur de ça, Yannick Beaulieu, cardiologue de Montréal, tu as pu comprendre, en fait, beaucoup les défis d'implantation de tout ça. Est-ce que tu penses que le système va décourager l'âme des innovateurs à l'heure actuelle et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens-là d'entrée de jeu dans ton entrevue pour, si tu étais un DG d'hôpital, demain matin, puisque toi, Hassan, les gens, tu ne le diras pas, là, mais vraiment, tu as conseillé, tu as côtoyé vraiment des hauts dirigeants du système de santé à tous les niveaux. OK, on nommera pas personne, mais tu es quelqu'un vraiment, tu sais, les hauts dirigeants viennent te voir, Jean-Paul, la même chose. Et donc, si ces gens-là viennent te voir et disent, écoute, donne-moi non un conseil, là, je veux partir quelque chose, là, il y a du monde qui vient de me voir pour implanter cette innovation-là qui a vraiment un potentiel, par exemple comme Reax. Comment créer cette culture d'innovation-là? Mettons, un DG arrive, il veut créer une culture d'innovation dans son, on va dire, le SUS Capital National. Monsieur Dalamar, il veut créer une culture d'innovation. C'est quoi tes 3 conseils pour lui? Je pense à une culture d'innovation, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est pas une génération spontanée. Il faut aussi voir dans l'histoire des organisations. Pour moi, je pense l'un des problèmes justement d'innovation, c'est que on n'a jamais réfléchi à l'innovation dans l'histoire d'une organisation. C'est quoi son historique d'innovation? C'est quoi ses dynamiques de confiance, ses équilibres, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait capitaliser dans l'histoire de certaines organisations, par exemple. Parce que c'est des cultures aussi très particulières. En fait, quand on regarde au niveau de ce qui est intéressant, par exemple, son nommé d'organisation, il y a beaucoup de bonne volonté au niveau des gestionnaires. Sincèrement, des fois, on n'a vraiment pas envie d'être à leur place. Parce que comme observateur, c'est relativement, entre guillemets, facile de décrire, de conceptualiser, de théoriser, mais dans leur quotidien à eux, et il y a énormément de choses à gérer au niveau des priorités, au niveau des défis, au niveau des départements. Ça, vous connaissez très bien mieux que moi. Et il y a énormément de volonté à ce niveau-là. Mais en fait, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un grand hôpital québécois sur lequel j'ai travaillé dernièrement. Et on voit énormément d'initiatives structurantes, énormément d'accords avec l'industrie pour développer des modèles, par exemple, d'innovation avec des entrepreneurs, par exemple, en résidence. Vous avez probablement vu passer ça. Donc, il y a toute une volonté à l'intérieur de ces organisations-là. Mais quand tu poses la question aux gestionnaires, par exemple, c'est en fait, nous, voilà, on a fait ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on a. Mais maintenant, tout à l'heure, je reviens un petit peu, mais est-ce que la dimension systémique se lève? Je donne juste un petit exemple, et probablement, ça va être plus facile. Avec, par exemple, la technologie de Yannick Beaulieu ou d'autres, par exemple, il y a énormément de PME québécoises là, qui ont des modèles de santé numérique, mais vraiment très en avant-garde, et j'en ai vu quelques-uns. Là, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Là. Au niveau des maladies chroniques, au niveau du diabète, au niveau du cancer, etc., etc. Et c'est vraiment, quand tu regardes leur modèle, tu te dis, mais, ils te disent, mais voilà un peu ce qu'on propose pour notre réseau de la santé. Mais là, l'organisation a envie d'embarquer là-dedans. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un peu les fameuses, ce qu'on appelle les contrats de partenariat, par exemple, pour les organisations et les contrats de service. Donc, on va davantage aller dans des contrats de partenariat parce que ça nous permet d'expérimenter, etc., etc. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir une technologie gratuitement par la suite, etc., etc. Mais quand on rentre dans les contrats de service, ça veut dire une sorte d'institutionnalisation de l'innovation des technologies là, à l'intérieur de l'hôpital et qui répondent à un besoin d'hôpital. Ben, on tombe un peu ce que l'unanimité, par exemple, dans le système de santé, tout le monde va revenir et dire mais on est freiné par les appels d'offres. Les appels d'offres pour les technologies numériques, aujourd'hui, ça ne marche plus.
parce que l'appel d'offres, on va aller chercher juste la technologie la moins chère. Mais est-ce que la technologie la moins chère répond à nos besoins? Ça, c'est notre question. Il y a des gens qui amènent d'autres modèles, par exemple, ce qu'on appelle avec la mouvance des systèmes qui sont axés sur la valeur, par exemple, dans les organisations. Il y en a pas mal, il y en a de plus en plus. Et les gens disent, mais est-ce qu'on peut réfléchir de nouveaux modèles de financement, de rémunération de ces technologies-là, qui ont un potentiel, ce qu'on appelle une promesse de valeur énorme pour les systèmes de santé, au niveau de la gestion des maladies chroniques, les soins à domicile, etc., etc. Mais le système aujourd'hui ne permet pas d'aller vers ce nouveau modèle novateur parce que du point de vue réglementaire, c'est très limité. Il faut toujours passer par les appels d'offres. Donc, je reviens tout à l'heure, même au niveau des organisations, il y a énormément qui se fait, je suis sûr et certain, au niveau du CHUC, du CUSM, de Sacré-Cœur, même au CHUM, etc., etc. Et on voit vraiment des équipes qui ont envie d'innover. Je reviens sur un autre, c'est quelque chose de très spécifique que j'ai remarqué aussi, et ça touche beaucoup aux cliniciens et aux cliniciennes qui sont ici, c'est les cliniciens chercheurs qui innovent à l'intérieur de l'hôpital. J'en ai rencontré quelques-uns et ils disent, mais nous, on est déjà pris 2 heures, 13 heures par jour, là, je caricature un peu au niveau du travail, et on nous demande d'innover par la suite. Mais l'innovation à l'intérieur de l'organisation, ce n'est pas reconnu de nos performances, de notre reconnaissance à nous, alors que on va dire que c'est principalement les cliniciens qui ont un potentiel d'innovation à l'intérieur de l'organisation. Donc, ce que les cliniciens me disent, ils disent, moi, je me retourne à faire ce que je sais faire parce que je vais publier et je vais donner des cours. Parce que l'innovation dans mon curriculum n'est pas reconnue. Le jour où j'ai envie d'aller chercher un partenariat, par exemple, ou ce qu'on appelle, il y a le concept des intrapreneurs dans les hôpitaux, ça veut dire les entrepreneurs à l'intérieur de l'hôpital, qui sont principalement des cliniciens. Il dit, mais le jour où je commence à développer une technologie qui a un potentiel, ils vont toujours me dire, mais hey, tu es en train d'utiliser l'argent public, tu es en conflit d'intérêt. Donc, ce qui est fait, c'est des cultures, même à l'intérieur des organisations, qui font que ce n'est pas qu'il n'y a pas de potentiel d'innovation, mais comment aller chercher ce potentiel de l'innovation et le faire s'épanouir, par exemple, par une reconnaissance. Il y a beaucoup, par exemple, des cliniciens que j'avais rencontrés qui me disent, mais on pourrait aussi nous dire, voilà, on vous réserve un temps tel dans votre travail pour justement vos idées, pour prospecter, pour travailler sur vos idées, ce qui est actuellement très difficile à porter. C'est à peu près juste quelques exemples que j'ai actuellement. Et donc, tu as soulevé un bon point. Donc, si on résume vraiment la question des appels d'offres, donc, l'autre question, c'est aussi le temps des cliniciens sur le terrain qui ont souvent les connaissances là, par rapport aux besoins locaux, pas nécessairement juste des médecins, des infirmières, d'autres professionnels. Ils sont déjà pris par la clinique et si tu veux les rémunérer pour ça, ça te prend un budget pour ça. Il faut créer des postes pour ça. Et les postes, et on te met dans la track chercheur boursier, dans le Publish or Perish track, si on veut. Déjà, pour rentrer, tu dois être performant, mais pour survivre comme toi, en fait, tu le fais, là, que tu vas le faire, tu es en train d'entamer cette carrière-là. Il faut vraiment se lever de bonne heure et faire les sacrifices nécessaires. OK, donc tu es en train de, sans les nommer, et ça, c'est un peu ta caractéristique, tu es très diplomate. Tu ne veux pas dire aux gens quoi faire. OK, tu as une pensée nuancée. J'ai pu voir ça dans tous tes papiers. Ce que je veux dire, c'est que tu es en train de dire que dans le fond, il va falloir, si on veut vraiment innover, il va falloir s'asseoir puis de vraiment penser un modèle d'innovation concrètement. OK? C'est qui est capable d'innover dans mon organisation? Comment je le supporte en termes de locaux, en termes de financement, en termes de postes de professeurs, en termes de toutes sortes d'infrastructures? Comment je crée cette culture d'innovation-là? Comment je la valorise, par exemple, un peu comme le CHUM avec leur journée de recherche, d'innovation. Ils valorisent l'innovation. Le CHUM se montre comme étant, est brandé comme des grands innovateurs. L'Institut de cardiologie de Montréal aussi. Concrètement, je ne sais pas sur le terrain comment c'est. Je n'ai pas évalué ces institutions-là. Tu les connais peut-être mieux que moi.
mais en fait, il faut trouver une façon de valoriser ça. Même financièrement, si tu payes les innovations qui en sortent, les partenariats, il faut faire quelque chose. Et bon, donc, quand on peut s'entendre qu'on doit vraiment entamer cette culture d'innovation-là, il faut dire pourquoi innover anyway. Fait que la grande question, c'est pourquoi quelqu'un veut vouloir vraiment innover. C'est alors qu'aujourd'hui, les hôpitaux ferment, comme la menace en Charlevoix, le CHUL est en menace de fermeture, sont pour ça des heures réduites, pénurie de personnel dans tous les hôpitaux, présentement probablement du Québec en entier. C'est une situation, donc on est en grande pénurie, puis on peut se dire, ben, pourquoi? On n'a même pas le temps d'innover. Pourquoi innover maintenant? Et c'est peut-être le bon temps, mais tu vas nous le dire, Hassan. Ben, je pense justement, c'est une très belle question qu'on t'a posée, pourquoi innover? Moi, ça ne sert à rien d'innover pour innover. C'est innover, c'est qu'on a déterminé, enfin, c'est qu'on a un problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a une vision, c'est qu'on a des moyens et c'est qu'on a une culture ou un milieu justement fertile à l'innovation. Et à mon avis, il faut commencer vraiment par ça, par les bases de créer des milieux très, très épanouissant au niveau de l'innovation. Il y a beaucoup si je reviens un peu sur mes travaux, par exemple, des gens que j'ai rencontrés sur le terrain, beaucoup de monde reviennent un peu sur l'importance de créer une sorte de milieu un peu indépendant à l'intérieur de l'hôpital où tout le monde peut se rencontrer et se croiser, s'interconnecter, mais vraiment que ça soit un milieu qui est reconnu, mais il y a cet espace de liberté où justement les énergies, les bonnes volontés, mais aussi les questions critiques peuvent se côtoyer, bien sûr, dans le respect, justement la volonté d'aller de l'avant au niveau de l'innovation à l'intérieur de l'hôpital. J'aimerais juste revenir un petit peu sur quelque chose que quelqu'un m'avait dit une fois sur la question de l'intelligence artificielle. C'est un clinicien aussi qui est très, très, très reconnu, un clinicien québécois qui est très, très reconnu dans ce monde-là. Il se posait vraiment une très, très belle question. Je pense que c'est fondamental avec la COVID. On l'a vu, par exemple, au niveau, par exemple, des chaînes logistiques, au niveau des médicaments, au niveau des masques, sur la dépendance, justement, justement, de notre système de santé par rapport à des chaînes logistiques externalisées, etc., etc. Et ouais, ce clinicien me disait, écoute, il faut qu'on se décide au Québec, est-ce qu'on veut être des producteurs de ces innovations-là ou des consommateurs de ces innovations-là? Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment être producteur de ces innovations-là, ben, il faut se donner les moyens, mais aussi se créer la culture nécessaire pour y aller. Et c'est énormément d'investissements, pas juste financiers, mais énormément d'investissements aussi, beaucoup de changements probablement structurels et systémiques pour porter ces innovations-là. Même l'approche, par exemple, l'approche au niveau du risque pour les cliniciens, etc., etc. Est-ce que le fait que je porte une technologie numérique, est-ce que si j'échoue, etc., est-ce que je serai blâmé toute ma vie, etc. Donc, il y a énormément aussi de questions de base à régler pour vraiment créer un milieu favorable à l'innovation. Et quelle est la place de la publication scientifique par rapport à l'innovation? Donc, cette démarche-là que toi, tu fais, en fait, est une démarche Alors, toi, tu examines les processus d'innovation et tu les documentes, tu les publies. Tu n'es pas Yannick Beaulieu, tu n'es pas l'innovateur sur le terrain nécessairement avec une entreprise. On a Sylvain Croteau qui en est un avec SecMed. Salut Sylvain. Mais toi, tu es vraiment quelqu'un qui connaît toute cette littérature-là et qui génère beaucoup de littérature par rapport à ça. Et quelle est l'importance de faire cette démarche-là? On a une école d'écriture, puis les gens veulent savoir, ils vont travailler excessivement fort pour essayer de produire des papiers. Quelle est l'importance de la publication scientifique au sens large, mais aussi dans le cadre d'amener l'innovation à un autre niveau à SAM? Au niveau de la publication scientifique à titre individuel, je ne suis pas une vérité généralisable, en fait. Donc, moi, je le vois de niveau. Je pense l'importance de la publication scientifique, je la vois sur
c'est une manière aussi de se positionner dans le débat sur l'innovation à l'international, par exemple. On a des grandes écoles d'innovation, on a l'école américaine, on a l'école britannique, on a aussi notre école à nous, et c'est très important de se positionner sur ce débat sur l'innovation aujourd'hui. Aussi, c'est une manière aussi de rayonner, mais c'est aussi une manière aussi d'influencer un certain nombre de décisions ou d'orientation au niveau des innovations. Et ça, c'est très, très important à mon avis. Deuxièmement, en fait, moi, quand je commençais à écrire, c'était une sorte d'accident heureux, on va dire. Là, en fait, tu as amené un petit peu un lien tout à l'heure, tu m'as dit la littérature. Juste une anecdote, en fait, quand je voulais choisir mes cours de secondaire, et je voulais faire littérature parce que je voulais faire du théâtre, etc. Et ma mère me disait que c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Il avait raison. Et donc, finalement, j'étais très bon aussi en sciences, donc j'étais allé en sciences, mais en même temps, je suis quelqu'un qui lit énormément au niveau de la littérature. Je suis un fan de la littérature russe, etc. Donc, ça aide énormément aussi au niveau de la rédaction. Mais avant mon arrivée au Québec pour mon doctorat avec Jean-Paul et Marie-Pierre, j'ai zéro publication scientifique. J'ai eu zéro publication scientifique avant de rencontrer Jean-Paul et Marie-Pierre. Parce que ça prenait une rencontre et de la confiance, mais aussi justement cette capacité de déclencher de la réflexion. Et ce qui était bien justement avec Jean-Paul et Marie-Pierre, c'est que c'était des gens qui sont d'ailleurs toujours des gens qui sont très, très très connectés sur le terrain. C'est des gens qui sont très pratico-pratiques, qui le regardent, etc., etc. Donc, il y avait des discussions intéressantes. Et moi, je suis quelqu'un qui écrit, qui aime beaucoup mettre sur papier. Donc, ça amenait ça. Pour moi, c'était quasiment une sorte de témoignage, en fait, donc, de ce qui se passe sur le terrain. À un moment donné, je trouvais que c'était vraiment important parce qu'il y a énormément d'initiatives, il y a énormément de réflexions. Si on ne les publie pas, ben, on va les oublier, tout simplement, ou on va passer à autre chose parce que de l'urgence de la vie, etc. Donc, vraiment, pour moi, à un moment donné, c'était des réflexions axées sur des problématiques particulières ou certaines réflexions particulières, parce que j'ai envie de les partager et d'en témoigner. Après, bien sûr, il y a aussi l'ambition qui se développe au fur et à mesure, parce qu'on se rend compte qu'on est lu, qu'on intéresse, et on a aussi, à un moment donné, envie de se positionner sur le débat, par exemple, sur l'innovation, sur l'électronique, la télésanté ou l'intelligence artificielle, au Québec, au Canada, à l'international aussi. Donc, c'est ces deux niveaux-là en fait, que je trouve se positionner sur le débat, mais aussi exister justement comme chercheur qui témoigne aussi d'une réalité sur l'innovation et aussi le plus beau cadeau, c'est qu'un décideur ou une décideur ou un gestionnaire ou un gestionnaire te dise « Ouais, j'ai lu ton article ou ton travail, c'était vraiment intéressant dans un tel projet. » Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on nous offre quand on nous rencontre. Alors, et Hassan, de quel papier es-tu le plus fier jusqu'à maintenant? Donc, ton expérience d'écriture scientifique, elle est assez récente, mais elle est assez percutante à un point tel que, tu sais, plusieurs personnes l'ont remarqué. C'est vraiment un talent exceptionnel. La vitesse avec laquelle tu écris, la nuance de ta pensée, la profondeur, tes références, et même lorsque tu parles de la littérature, tu maîtrises les sujets à un niveau clinique aussi, même si tu n'es pas un clinicien, au niveau clinique, tu sembles avoir bien pris la perspective des cliniciens. De quel papier es-tu le plus fier? On en a distribué plusieurs à nos étudiants dans Living Lab. Alors, de quel papier es-tu le plus fier présentement et pourquoi? Et voudrais-tu nous mettre à l'écran juste la première page pour qu'on puisse le voir? Et parle-nous de ça. Mon Dieu, OK. Là, parce intelligence, moi j'en ai vu déjà, intelligence artificielle, comment les dossiers médicaux électroniques ont eu un impact sur la santé quasiment mentale des professionnels. Après ça, bien évidemment, toute la gestion de la COVID par le Québec, en fait, la complexité de gestion de la COVID, c'était vraiment assez percutant. Je ne pense pas que beaucoup de personnes savent encore que ces papiers-là sont publiés, ont tous été publiés récemment, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, dis-moi lequel dont tu es le plus fier et tu pourrais-tu le mettre à l'écran pour juste qu'on ait une image de ça? là, je suis en train de... Okay. Si je partage l'écran, je suis désolé, j'ai 90 000 fenêtres sur mon ordi, là, parce que c'est comme ça que je fonctionne.
on est nombreux dans ma tête, on va dire. Voilà. C'est celui-là, vous le voyez? OK. Wow. En fait, Alors, je vais juste te poser une question pour tout le monde. C'est très important. C'est quoi le quadruple aim? Parce qu'ils sont quand même dans un stage de leadership et d'innovation en santé. C'est quoi le quadruple aim exactement? On en a parlé souvent, on en parle dans Living Lab, mais pas assez avec cette cohorte-là. le quadruple aim, ouais, le quadruple aim, c'est un cadre conceptuel qui est utilisé dans l'intégration des innovations, des interventions de les systèmes de santé. Donc, c'est un cadre principalement américain. Et ça veut dire que l'innovation, l'intervention doit répondre principalement, ça veut dire améliorer les résultats et l'expérience du patient, réduire les coûts et améliorer ultimement la santé des populations. Donc, principalement, c'était le triple aim qui était le cadre initial. Après, on a rajouté le quadruple aim, ça veut dire la santé physique et mentale et l'expérience de soins des professionnels pour que ça soit le quadruple aim. Les auteurs qui ont proposé le quadruple aim, moi je dis toujours, c'était tellement évident que c'était encore plus dramatique que personne n'y avait pensé. Parce que eux, leur explication, c'était quoi? Un clinicien ou une clinicienne qui est fatigué, épuisé, qui souffre dans son travail, ça va impacter sur la prise en charge du patient. Donc, sur les résultats du patient, son expérience, et ultimement, ça va augmenter les coûts parce qu'il y a une duplication des services, il y a probablement des réhospitalisations, et donc, finalement, ça va impacter ça va dégrader la santé des populations. Donc, c'est un peu ça l'idée du quadruple aim. Pourquoi je suis content de ce papier-là? En fait, ce papier est venu dans une discussion, comme toujours, principalement les papiers, ça venait toujours après une discussion avec quelqu'un. Et dans ce papier-là, il y avait un petit peu, il disait que le dossier électronique, enfin, les gens qui ont proposé le quadruple aim disaient que le dossier électronique pourrait contribuer à améliorer, à atteindre les objectifs du quadruple aim. Ça veut dire améliorer l'expérience du soin l'expérience de travail du clinicien. Mais moi, quand je faisais ma thèse avec Jean-Paul et Marie-Pierre, moi, j'avais travaillé sur les conséquences inattendues de la télésanté. J'avais fait une analyse secondaire d'une dizaine de grands programmes québécois de télésanté, télépsychiatrie, télésoins à domicile, télécardio, télépathologie, le CCSPO aussi, etc. Et là, à ce moment-là, quand je regardais, déjà à partir des années 2000, on voyait même au Québec, il y avait ces petits signaux, si on parle un peu de la veille stratégique, des petits signaux au niveau clinique que les cliniciens soulevaient sur que la duplication des tâches, que par exemple, elles sont envahées par les données, il y a trop de données, etc., etc. Mais à ce moment-là, je n'avais pas trop compris avec le quadruple aim parce que je ne le connaissais pas avant. Et là, quand je lisais le quadruple aim, je dis, mais non, ce n'est pas le quadruple aim qui va contribuer, enfin, le dossier électronique qui va contribuer à l'atteinte du quadruple aim. Il faut aussi qu'on utilise le quadruple aim dans l'implantation de dossiers électroniques. Donc, je renverse un peu la tendance, dans le sens où il faut réfléchir à la qualité du travail et la satisfaction des cliniciens dans l'implantation même de dossiers électroniques. Donc, c'était quasiment, entre guillemets, c'est comme commencer par la fin, entre guillemets, de ce quadruple aim. Pourquoi je suis content de ce... Vous voyez, de toute façon, c'est toujours un travail d'équipe. Donc, le jeu, pour moi, c'est un peu bizarre à dire parce que c'est toujours une réflexion collective. Pour moi, c'était une banalité. De réfléchir comme ça parce que c'était mes discussions avec Jean-Paul et Marie-Pierre depuis 7 ans. Mais on ne l'avait pas conceptualisé comme ça. Et quand on l'a soumis, il y avait un médecin de Mayo Clinic, je pense, à l'époque, qui m'avait écrit justement pour me dire mais c'est extraordinaire, c'est pas un gros mot là, c'est pas, enfin je ne veux pas dire révolutionnaire parce que ça ne l'est pas, mais juste un peu cette idée d'amener la discussion à l'envers. Et par la suite, j'ai vu que, je vous parle beaucoup d'elle, c'est Trisha Greenhalgh, c'est notre star internationale au niveau de diffusion des innovations actuellement, qui nous a écrit aussi pour nous dire que c'est un grand papier, qu'elle l'avait utilisé pour une mission pour le gouvernement écossais pour l'implantation de la téléconsultation en Écosse. Donc, c'est pour ça que je disais, pour nous, c'était une banalité
entre guillemets, c'est juste on avait écrit ce qu'on pense depuis 7 ans. Enfin, du moins, moi, ce que ça tend, mais Jean-Paul, quand on lit les rapports de Jean-Paul depuis les années 90, c'était ça c'était déjà sa réflexion. Donc, c'est pour ça un peu, c'est une sorte de fierté, mais pour moi, c'est pour ça que j'ai dit aux résidents la dernière fois, témoignez sur votre quotidien, parce que des fois, c'est des petites choses que vous dites, c'est pas grand-chose, mais ça pourrait probablement des fois surprendre énormément de monde. Hassan, je ne sais pas si tu veux juste enlever ton partage d'écran. Okay. Est-ce que tu pourrais nous mettre l'autre article sur l'intelligence artificielle? Puis j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Et pendant que tu mets ça, je veux juste dire, cette revue-là, c'est quand même une revue très prestigieuse dans le domaine finalement de tout ce qui est innovation, informatisation dans le système de santé. C'est la revue la plus prestigieuse, je pense. En fait, c'est une des très bonnes revues, mais il y a l'autre là. Attendez, je vais vous l'amener aussi. En fait, il y a 3 articles sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas lequel. Peut-être celui qui vraiment, tu dirais que tu conseilles aux gens de lire, les gens qui n'ont pas nécessairement de connaissances là-dessus et qui veulent comprendre la complexité de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. C'est quoi les défis? Je pense que c'est ton plus récent là-dessus. En fait, parce qu'il y en a. Je vais juste mettre celui-là. Et pendant que tu fais ça, donc je vais poser quelques questions sur justement l'intelligence artificielle. Ça va nous amener à cette question-là. Et après ça, je vais te poser une question sur vraiment comment tu t'y prends pour finalement, c'est quoi ta stratégie de publication? Donc, c'est comment tu gères ton temps, as-tu des plans de papier, comment tu mets d'heures, c'est quoi, est-ce que tu fais des retraites d'écriture? Etc. Et donc, c'est quoi le how-to pour les étudiants? How-to écrire. OK. Donc. Voilà l'autre article sur l'intelligence artificielle. Celui-là, c'est en 2020. Et là, vous voyez, en fait, au niveau des auteurs, on est une dizaine parce que c'était vraiment un article très, très, très complexe. Et je l'avais écrit justement quand j'étais à l'INES. En fait, l'objectif de cet article-là, c'est vraiment d'installer l'intelligence artificielle à l'intérieur de ce qu'on appelle dans les systèmes de santé la pensée systémique. Ça veut dire à la réfléchir à l'intérieur d'un système de santé. Pas juste qu'on va chercher un dispositif ou on le plug quelque part où on attend à ce qu'il y ait des fleurs qui poussent, mais vraiment à la réfléchir à l'intérieur d'un système de santé. Comme j'ai dit, c'est quoi l'objectif? L'objectif, par exemple, au niveau d'un hôpital, au niveau de l'amélioration de la prise en charge, par exemple, des patients, le diagnostic de la rétinopathie diabétique, par exemple. Voilà, on a dit ça, on a la technologie, mais après, il faut la réfléchir dans son ensemble. Est-ce que l'appareil d'intelligence artificielle va être installé chez un optométriste? Est-ce que ça va être installé dans une GMF? Ou ça va être installé dans une clinique infirmière? Ou ça va être installé au département d'ophtalmo, au département d'endocrino à l'hôpital. Là, juste la question d'organisation de service, on est perdu. Mais c'était très, très peu pensé justement dans cette question, comment on implante un projet, une technologie d'intelligence artificielle, surtout que le défi avec ces technologies-là, c'est quand même c'est des technologies qui seront amenées à poser des diagnostics, à prendre des décisions, entre guillemets, autonomes. Et d'ici quelques temps, c'est des technologies qui vont continuer à apprendre en milieu réel. Donc, même en termes de la gouvernance et de la gestion de la technologie, on est en rupture paradigmatique, en fait, par rapport à, je sais pas, un dispositif avec un logiciel classique qui est fermé, on connaît très bien l'algorithme, etc., etc. Donc, en fait, dans cet article-là, on a donné un certain nombre de dimensions. Si je passe comme, je ne vais pas te lire là, mais là, par exemple, là, on a fait un peu le lien. Donc, réfléchir à la dimension technologique, par exemple, au niveau de la performance en contexte laboratoire et en contexte réel, les données, toute la question de la black box, etc., la cybersécurité, etc. La dimension clinique, justement. Il y a tout un débat actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu comment s'appelait la technologie d'IBM, Watson. En oncologie, dans certains pays, à un moment donné, ils ont arrêté de l'utiliser. Ce n'était pas parce que Watson n'était pas performant,
parce que des cliniciens, des oncologues asiatiques et européens ont découvert que Watson, il faisait des recommandations médicales qui sont très spécifiques à la pratique de l'oncologie aux États-Unis, ce qu'on appelle le tropisme. Et c'est là où on trouve qu'il y a aussi la dimension culturelle de la pratique médicale, par exemple. Donc, ça dépend aussi de comment l'algorithme a été entraîné, formé, etc. Donc, ça touche aussi toute la partie clinique, mais bien sûr les dimensions aussi humaines et cognitives sur la dépendance à la technologie, l'isolement, etc., etc. Et on revient bien sûr aussi sur tous les défis organisationnels et professionnels, parce que la technologie va remettre en cause, va amener à faire bouger un certain nombre comment on appelle ça, de territoires, entre guillemets, excusez-moi le terme, là, de territoires professionnels au niveau il y a par exemple Eric Topol, là, je pense que vous le connaissez, qui demande maintenant, justement, j'en ai parlé un peu dans cet article-là, que lui, il demandait de fusionner la patho et la radio. Oui, théoriquement, mais après, tu as des cultures, tu as des histoires, tu as des pratiques que tu dois gérer là-dedans au niveau des départements, etc. etc. Donc, c'est toutes ces transformations-là, ça veut dire qu'il faut vraiment la réfléchir à l'intérieur d'un système de santé. La conclusion à la fin, si on revient un petit peu, on disait qu'il faut abandonner la logique du coût. Là, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les appels d'offres, entre guillemets. Il faut abandonner la logique du coût et réfléchir une sorte d'évaluation de la valeur globale de la technologie. Pas juste le prix, mais le coût et les impacts de toutes les transformations que ça prendrait au niveau de la formation, des coûts irrécupérables, des transformations organisationnelles, des changements, par exemple, institutionnels. C'est un peu ça l'idée de cet article-là. Et celui-là est vraiment, c'est comme il est publié dans je pense le premier ou le deuxième. Je pense maintenant c'est le premier journal en informatique médicale actuellement. Félicitations encore une fois à Sam. Moi, je recommande à tout le monde qui s'intéresse à l'intelligence artificielle en santé de lire ce papier-là parce que je pense que ça touche. C'est un papier qui est quand même assez facile à comprendre, mais aussi on voit toute la complexité d'intelligence artificielle. Mais aussi le fameux livre de Topol dont tu as parlé, c'est quoi encore le titre? Peux-tu nous le rappeler? Deep Medicine. Deep Medicine. Alors, un livre grand public sur l'intelligence artificielle, vraiment excellent. Je l'ai lu il y a déjà quelques années. Là. Ça fait pas tellement, pas vieux, là, mais c'est vraiment un livre fascinant. Bon, Hassan, qu'est-ce qui est arrivé à Montréal avec l'intelligence artificielle? Joshua Benjo, ils ont parti d'une grosse compagnie. On entendait parler beaucoup. Ils étaient impliqués aussi, d'ailleurs, dans l'application pour la COVID. Tu es à l'INES quand même, peut-être que tu ne peux pas révéler des secrets, mais on voit quand même que le gars le plus célèbre en intelligence artificielle, peut-être au monde, n'a pas été capable finalement de percer à un moment opportun par rapport à la COVID. C'est-tu pas un exemple finalement des défis? Et là, je pense qu'ils ont pris un recul vraiment important. L'intelligence artificielle au Québec a pris un sacré recul avec tout ça. Vrai ou pas? En fait, on est dans l'histoire de la courbe d'innovation. On est maintenant dans une sorte un peu de ce qu'on appelle l'abîme. C'est qu'il y a c'est ce qui s'est passé avec les big data il y a 5 ans, avec toutes les promesses. Il y a aussi tout un discours aussi techno-solutionniste. Là, si je veux paraphraser, comment s'appelle, Morozov. Et ça, en fait, et là, aujourd'hui, on a un peu une sorte de courbe descendante et ça se calme parce qu'on commence à se poser vraiment des vraies questions aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour l'intelligence artificielle? Il y a énormément de promesses. Pour moi, sincèrement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas là pour juger comment dire, Joshua Bengio. Je pense qu'elle est excellente dans ce qu'elle fait. C'est pas moi qui il m'a pas attendu pour le savoir là. Mais pour moi, je pense que le fait, cette expérience, par exemple, des applications de traçage et d'intelligence artificielle, ça rappelle justement la complexité de la question. Ça ne peut pas être résolu par une seule personne. Ça se résout à l'intérieur de discussions et des débats d'ensemble. Nous aussi, on avait même rédigé un mémoire à l'époque justement pour nous positionner sur cette question-là. Et nous, on soulevait justement cette question-là au niveau des données, au niveau de la fiabilité et de l'efficacité, que probablement il y avait énormément d'argent qui était dépensé à ce niveau-là, qui aurait pu probablement peut être dépensé entre guillemets adéquatement ailleurs.
par exemple. Mais c'était pas propre au Québec. C'est à peu près le cas un peu partout au monde. Maintenant, on a vu des articles où il y a enfin, moi, j'appellerais pas ça des échecs, mais des opportunités d'en tirer des leçons, de probablement un peu poser le débat sur ce que l'intelligence artificielle peut faire, mais c'est surtout ce qu'elle ne peut pas faire actuellement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin de données, mais on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de continuité informationnelle, on n'a pas d'expertise, mais aussi on n'a pas suffisamment considéré les pratiques, on n'a pas suffisamment, moi je l'ai vu aussi, là, mais comment dire, au niveau de certaines applications du diagnostic de la COVID aussi à distance. Ça venait comme ça va révolutionner le système de santé, mais on n'a pas réfléchi, par exemple, la prise en charge qui va faire le diagnostic, qui va assurer le suivi. Toutes justement les trajectoires ou les parcours de soins des patients, ils n'ont pas été réfléchis. Et aujourd'hui, on voit que la réflexion tombe un peu, ça se refroidit, on commence vraiment à se poser les bonnes questions. Ben, j'espère que cette période est vraiment une sorte de période de se poser des questions, les bonnes questions pour aller de l'avant sur l'innovation. Mais en fait, moi, comme tout à l'heure, je t'ai dit que c'est comme, je ne sais pas si vous avez lu le roman 100 ans de solitude de Garcia Marquez, l'écrivain colombien. Lui, c'était la question du temps cyclique. C'est comme le temps se répète, en fait. Et en fait, des fois, un peu, pas que ça m'inquiète, mais j'ai l'impression qu'on reproduit les mêmes erreurs parce qu'on n'a pas probablement fait l'exercice de faire le bilan de ce qui s'est passé. Justement, tu m'avais parlé tout à l'heure, pourquoi rédiger. Pour moi, c'est l'une des choses que je fais quand je t'avais parlé, par exemple, à l'équipe, quand je t'avais parlé sur la question de rédiger un article sur la gestion de la crise. Ce n'était pas parce que j'étais le plus intelligent, parce que je voyais énormément d'informations qui passaient l'année dernière, les médias, les rapports sur lesquels j'étais, etc., etc. Je me dis, mais... Est-ce qu'Hassan, il est publié, ce papier-là? Oui, il est publié. Oui. Est-ce que tu pourrais le mettre à l'écran aussi pour tout le monde? Parce qu'un des volets, donc dans le Living Lab, là, il y a 5 piliers du stage. Et un des piliers, c'est vraiment la pandémie, la gestion de pandémie, santé, bien-être, médecine rurale, créativité, innovation, leadership et pandémie. Donc, les étudiants... donc, je vous recommande aussi de lire ce papier-là si ce n'est pas fait déjà. Alors, c'est intéressant parce que juste, Hassan, tu m'avais parlé de ça, on était en pleine crise. On avait formé un petit groupe avec Mintzberg là, où on réfléchissait, des gens du AMHL, sur, on appelait ça blind spot, donc un peu les décisions un peu gouvernementales. Ça a commencé avec les masques. Est-ce qu'on pourrait même avoir des masques en tissu? Est-ce qu'on peut rendre les masques obligatoires? On a beaucoup travaillé aussi dans le champ de voie de comprendre pourquoi les gens ne portaient pas le masque. Donc, on a travaillé, ça nous a amené à collaborer avec la santé publique, donc Dr Gérard aujourd'hui. Et là, tu as publié un papier quand même vraiment important. Dr Gérard, je pense, devait quitter, mais il faut lui transmettre ce papier-là si ce n'est déjà fait. Donc, M. Gauthier aussi, représentant de Mme Foster, si vous n'êtes pas au courant, et ça, c'est un défi, hein, parce que très sincèrement, les décideurs vraiment sont débordés d'informations. Et puis, où prennent-ils leur information dans le domaine scientifique? Bien, on a des collègues, Mathieu Ouimet de l'Université Laval, qui a étudié ça, puis vraiment, il a rapporté que c'est vraiment dans les médias. Donc, si une étude est rapportée dans les médias, ça va aboutir sur peut-être la table du ministre dans un petit résumé. Et puis, ça, c'est vraiment un papier excessivement important aujourd'hui dans la pandémie. Et donc, un moment, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment où tu ne faisais pas partie des gros groupes de recherche comme celui de Kim Lavoie, iCare, là. Je ne pense pas que tu étais chercheur dans iCare. Grosse étude subventionnée maintenant, je pense à plus d'1 million, je ne sais pas trop, des RSC. Arrive aussi Mavipan, donc avec Annie Leblanc, que tu collabores là-dessus. Tu étais quand même à l'INES dans le comité un peu de gestion de ça. Mais quand même que tu arrives avec un papier comme ça, out of left field, en profondeur, j'espère que les gens ont lu ce papier-là au ministère de la Santé. J'imagine.
qui a été lu, mais j'espère qu'ils l'ont lu en ton honneur, Hassan, et aussi en l'honneur de tous les citoyens qui ont vécu cette pandémie à l'heure actuelle, parce qu'il y a vraiment des pistes pour améliorer la gestion. Je voulais juste que les gens lisent ce papier-là aussi, nos étudiants, parce que c'est vraiment profond. Hassan, je vais peut-être te demander, c'est sûr que ce papier-là a quand même été un peu, tu es quand même au cœur d'une genre de cellule de crise de réflexion et toi, tu écris un papier qui aide à réfléchir. On voit même Joanne Liu qui était là, qui est une des amies du Living Lab et puis qui est présentement, je pense qu'elle revient de la Tunisie en mission. Mais quand même, Joanne a beaucoup été présente dans les médias, mais ne faisait pas partie officiellement d'un groupe de réflexion. Donc, tu t'es quand même entouré de personnes qui étaient un peu à l'extérieur. C'est-tu un papier qui t'a donné un peu de controverse ou c'est pas un papier méchant du tout, il est très diplomate comme à l'habituel, mais comment les gens ont réagi à ce papier-là, les décideurs à qui tu en as? Sincèrement, c'est vrai qu'il y a certaines questions quand on se positionnait, pas du point de vue idéologique, mais à la limite comme chercheur, etc. Mais au même temps, on assume un peu notre subjectivité. C'est très important aussi d'être honnête dans notre démarche dans notre démarche d'analyse. Moi, je suis un chercheur qui croit à un système de santé publique. Je suis très, très interpellé par les inégalités territoriales, sociales, d'accès aux soins et services. Donc, c'est des choses qui sont en train de fond de ma réflexion. C'est la même chose quand je travaille sur la télésanté en région, au Québec. C'est des éléments, on peut pas se cacher derrière un peu la neutralité. C'est très important, bien sûr, être objectif, être honnête dans sa démarche et argumenter, faire appel à la littérature scientifique, c'est très, très important. Mais assumer aussi il y avait Bourdieu, là, le sociologue français, qui disait la sociologie est un sport de combat. Et c'est très, très, très important aussi de se prononcer aussi sur ces questions-là. Je sais que moi, j'avais une situation un peu délicate, c'est que moi, je faisais mon stage postdoctoral à l'ENS. Donc, j'avais déjà la réflexion qui était entamée, je ramassais la littérature, j'avais des échanges justement avec toi, Richard, Joanne, Jean-Paul et d'autres collègues, avec les témoignages justement des cliniciens qui étaient à l'époque à la cellule de réflexion. Et là, c'était un peu un exercice délicat, c'est que j'avais aussi un devoir de réserve, ce qui est normal. Je suis dans une institution publique qui était justement d'ailleurs en avant pendant la gestion de la crise. Et là, j'avais ramassé la littérature et j'ai attendu à ce que je quitte, que je retrouve un peu ma liberté, entre guillemets. Enfin, personne ne m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit, sincèrement. Là, j'avais des mentors excellents et à qui je serai reconnaissant toute ma vie à l'ENS et à l'École de santé publique. Mais j'avais commencé un peu un petit document, mais je l'avais laissé le temps justement de me retrouver un peu juste avec un statut universitaire entier. Et là, je commençais un peu à chercher un cadre conceptuel de la préparation des systèmes de santé aux crises sanitaires et je commençais à faire la réflexion et justement, et après j'avais envoyé le document justement à toi et à d'autres, Jean-Paul et d'autres, pour avoir justement aussi vos réflexions sur le terrain, mais il y a aussi des gens qui ont plus davantage une réflexion conceptuelle, santé publique, clinique, etc., etc. C'est pour ça que je dis, moi je suis mal à l'aise avec le jeu. Jeu, ça veut dire que moi, je suis probablement ce qu'on appelle un traducteur de ça. Mais c'est toute une réflexion collective riche et aussi généreuse de ces gens-là. Probablement, j'ai une capacité d'écriture, une facilité d'écriture, ça, je ne le cache pas. C'est comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais aussi, il faut rendre aussi hommage à toutes ces personnes-là qui sont généreuses de leur réflexion, de leur recul sur le système de santé, sur leur positionnement. C'est ça aussi qui me permet de rédiger, d'être aussi rigoureux et aussi d'amener des papiers de qualité. Si je ne suis pas entouré avec ce monde-là, je ne suis pas convaincu que j'irai très loin, en fait. Mais au niveau de la lecture, oui, j'ai pas mal de retours. Je sais qu'il a pas mal été lu dans des directions de santé publique avec des collègues, en fait, indirectement. J'ai vu aussi que, enfin, je ne sais pas, au niveau des décideurs, sincèrement, je serais un peu intéressé à voir
c'est quoi le retour au niveau du politique principalement. C'est le politique qui m'intéresserait à mon avis à ce stade-là. Je sais qu'il y a certains constats qui seront un petit peu difficiles entre guillemets, à encaisser ou juste à accepter, mais on n'est pas là pour chercher des coupables. On est là juste pour dire, voilà un peu un constat. Par exemple, le problème dans nos CHSLD ou nos premières lignes ou nos hôpitaux, ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé probablement depuis une trentaine d'années. On peut aller chercher au niveau du virage ambulatoire, on peut aller chercher au niveau Donc, c'est toute une histoire qui nous amène à ça. Et pourquoi ce papier-là? Je me dis, c'est probablement un papier qui permet juste de témoigner d'une situation et ouvrir sur d'autres questions, parce que c'est sûr et certain, il faudra des recherches plus approfondies, des évaluations plus approfondies, parce que ce qu'on a découvert avec quand on travaille sur ce papier-là, c'est qu'on avait le MERS, on avait le SRAS, on avait la grippe aviaire, il y avait déjà des éléments et des signaux, et même des publications de l'NSPQ ou des vérificateurs généraux qui disaient, mais faites attention, on n'est pas préparé. Nous, ce qu'on a fait, c'est que juste on est allé chercher tout ça, on leur a dit, voilà un peu, à ce stade-là, à TN, voilà, on est rendu, espérons bien que ça servira à quelque chose là. Mais on n'est pas là pour chercher des coupables, sincèrement, c'est vraiment pas notre but. Et il y a probablement d'autres combats plus nobles que de se chercher des ennemis. Et justement, tu es une personne excessivement diplomate, Hassan. Tu as toujours le bon mot pour d'autres personnes. Et un des volets du stage de leadership et d'innovation, c'est vraiment la santé bien-être. Et puis, et un des éléments importants de la santé bien-être, c'est vraiment la science du bonheur. Et un des aspects importants de la science du bonheur, c'est la capacité d'apprécier, comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Bon, je ne sais pas si le terme bienveillant, la gratitude, l'expression de gratitude. Et de maintenir aussi des bonnes relations avec les personnes. Et tu es toujours quelqu'un qui dit merci, qui souligne les bons efforts des autres, toujours prêt à aider. Et j'aimerais juste que les gens le reconnaissent aussi, parce que l'on parle de toutes tes capacités intellectuelles. Ce n'est pas pour te vanter, Hassan, mais j'ai cette opportunité-là aujourd'hui de le faire. D'ailleurs, nos étudiants ont lu de tes papiers puis ils m'ont dit hey, c'était vraiment bon cette affaire-là. Donc, c'est un moment pour te dire merci. Mais tu dis toujours merci à tout le monde. Donc, j'en profite là, sur le champ pour te le dire et tu es un grand diplomate. Hassan, pour moi, ça va être ma dernière question. Après ça, je l'ouvre aux étudiants. Puis à quelques invités spéciaux avant, peut-être. Mais là, Hassan, j'aimerais que tu nous dises, là, tu veux me donner des conseils à 2-3 étudiants. Fait que là, moi, je vais dire, tu es un des étudiants modèles. J'en ai eu beaucoup, là, tu n'étais pas mon étudiant, en fait, mais tu avais le statut d'étudiant, tu l'as encore. Probablement modèle en termes de capacité de produire, de réflexion. Vraiment, tu coches toutes les cases là, de quelqu'un qui publie rapidement et bien en profondeur. Ce n'est pas dû à tout le monde, là. C'est vraiment compliqué de faire ça. Et j'aimerais juste que tu nous dises comment tu fais ça. Est-ce que tu te lèves le matin? Si tu as 2-3 conseils à donner à nos étudiants qui font partie de l'école de rédaction, comment tu fais ça? C'est quoi ta méthode de travail? Ça, c'est une excellente question parce que je pense qu'il n'y a pas de recette magique et moi, sincèrement, je ne ferai pas dans le développement personnel. Mais sincèrement, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une rencontre qui s'est faite en 2013, mais je pense aussi qu'il faut aimer ce qu'on fait. Je suis quelqu'un qui est un peu... qui a toujours envie d'être, comment dire, il faut me convaincre, je pose trop de questions. Ça m'a valu beaucoup de problèmes dans ma vie, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je pose trop de questions. Comme ma routine de travail, je travaille principalement, je vais dire comment je fonctionne. Si vous voulez, par exemple, il y a une semaine comment dire, typique pour moi. C'est que moi, je me réveille un peu très tôt, c'est 5 heures du matin, je suis debout en fait. Donc, ce n'est pas un mérite, c'est juste que je n'arrive pas à dormir plus. Et là, à ce moment-là, je lis énormément sur ce qui se passe au niveau des technologies numériques, les systèmes de santé. J'ai beaucoup de newsletters. Et là, à ce moment-là, j'ai besoin d'une synthèse de ce que je lis. Donc, ça me prend à peu près une petite heure et 1h30 chaque jour. Mais ce qui est intéressant, c'est quantitativement, quand vous multipliez ça par 5, par exemple, de la semaine et par 4 par mois, en 2 mois, ça fait quand même énormément de matière.
qu'il faut retravailler, qu'il faut structurer, etc., etc. Donc, j'aborde principalement souvent 3 ou 4 articles en même temps. Pourquoi 3 ou 4 articles en même temps? Ce n'est pas parce que je suis intelligent, je ne suis pas quelqu'un qui peut faire juste une seule chose. Je me nuis trop dans la vie, je me nuis trop. Donc, il faut que je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, le fait de travailler sur 3 ou 4 papiers, des fois, il y a un papier qui peut être terminé en 3 mois, il y a un papier qui peut être terminé en 2 ans, 3 ans, là, ça arrive. Mais ça me permet justement d'avoir suffisamment d'espace pour respirer intellectuellement. Donc, je travaille 1 heure par-ci, 30 minutes par-là, aujourd'hui, le soir probablement. Dans les transports, je travaille aussi dans le transport beaucoup. Donc, ce qui est fait, c'est c'est vrai que initialement, on dit que ça n'avance pas. Mais en 2-3 mois, vous commencez à voir la première structure de votre texte. C'est vrai qu'il y a énormément de redondance, il y a énormément de trucs qu'il faut bien choisir, etc., etc. Mais c'est ça justement où le travail d'équipe rentre en jeu. J'ai une discussion, par exemple, avec Jean-Paul sur une telle question, ou avec Richard, ou avec d'autres. Et là, ça permet justement d'avoir ce retour aussi, cette maturité d'universitaire, de clinicien, etc., etc. Ah non, c'est intéressant, mais probablement tu le prends de ce côté-là, etc., etc. Et là, tout cet échange avec les collègues, donc c'est pas surprenant que vous trouverez toujours dans mes articles 8, 9, 10 co-auteurs. C'est des gens qui ont vraiment réfléchi sur la question. Chacun à sa manière. Mais ça me rassure aussi de mon côté parce que je me dis que c'est sûr et certain qu'ultimement, je vais rendre un travail de qualité. C'est un travail de qualité. Donc, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas vraiment de recette magique à dire. Là, par exemple, les lundis matins, je rédige, etc. Ça ne marche pas comme ça. Comme j'ai dit, je peux travailler 1 heure le matin parce que j'ai une idée ou, par exemple, je peux travailler sur mon projet, par exemple, maintenant. Ce que je fais pour mon post-doctorat, à un moment donné, je suis juste fatigué à faire l'analyse des données, j'ai envie de rédiger, donc je switch pour 30 minutes, 1 heure. Mais avec le temps, ça finit par faire des enfants, en fait, entre guillemets. Donc, mais il n'y a pas vraiment de recette magique, à part si j'ai un conseil à donner. Moi, je suis quelqu'un, ce qu'on appelle un existentialiste. Il faut vraiment trouver du sens dans ce que vous faites. Il faut aimer ce qu'on fait. Bon, c'était nos débats existentiels avec Jean-Paul à la cafétéria de la fac de médecine. On avait de longues heures à la cafétéria à l'époque, l'Université Laval. C'était ça. Probablement, je me connais le jour où je me réveillerai, je me dis, bah, je n'ai plus de plaisir à rédiger. C'est sûr et certain que je passerai à autre chose là. Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens avec qui je travaille, que j'adore, qui sont comment dire, épanouissants intellectuellement et humainement. Et c'est ça qui me pousse justement à travailler aussi, à produire. Donc, Hassan, c'est d'écrire régulièrement, d'écrire parce que sur des sujets qu'on aime écrire. Et donc, c'est aussi lire. Donc, c'est de lire des papiers continuellement, prendre des notes, tenir une sorte de journal finalement de tes pensées et mettre ça ensemble et de pouvoir partager avec les autres personnes. Et je rajouterai un petit point. Il faut quand même, il y a une règle qu'il faut respecter coûte que coûte. Il faut finir ce que vous commencez. Ouais. C'est très important. C'est très important. Je sais que c'est très, très difficile. Je sais, j'ai une trentaine de titres d'articles là, sur un dossier sur mon ordinateur. Là. Mais il faut vraiment se faire cette douleur-là. C'est très, très, très douloureux de finir. Là. Surtout à la fin, quand on arrive, on a juste envie d'enlever ça. Là, je le vis actuellement avec notre article sur la télésanté en contexte COVID. J'ai reçu les commentaires des évaluateurs. Là, je suis juste découragé. Mais je sais que je vais le faire. Je n'ai pas le choix. Mais juste pour vous dire que des fois, on a juste envie, probablement, je dis, mais pourquoi je l'ai commencé Mais c'est intéressant, surtout à la fin, quand on aura rendu l'écrit, quand c'est publié, ça c'est tout aussi toute une joie et ça n'a pas de prix à mon avis. Là. Mais il faut vraiment finir ce que vous commencez. Vous commencez un truc, des fois vous allez écrire un titre et vous arrivez à la fin, au bout de 6 mois, 7 mois, là, toute l'idée de l'article a changé. Mais c'est ça aussi le but du jeu, parce que ça veut dire que vous progressez et votre réflexion progresse en même temps. Mais il faut vraiment, quand vous commencez quelque chose, dites-vous, il faut que je le termine. OK. Excellent, Hassan. Il y a quelques invités spéciaux avant d'ouvrir à
à la salle. J'aimerais peut-être, si M. Gauthier est là, donc représentant de la députée Émilie Foster, est-ce que M. Gauthier, vous êtes là? Oui, oui, je suis toujours là. Est-ce que donc vous écoutez votre première session au Living Lab, Émilie Foster et vos autres collègues ont participé. On a des maires qui ont participé à beaucoup de sessions du Living Lab, ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a le Living Lab, c'est justement embarquer citoyens, décideurs, professionnels. On aimerait savoir, vous, quand vous écoutez comme Hassan les sujets dont il parle, comment ça vous interpelle? Mettons, est-ce que c'est complexe? Est-ce que vous dites, ben, je sais quoi faire avec ça, je vais l'amener à un autre niveau? Bon, je serais curieux de voir, mais je m'excuse de vous mettre en the spot, mais c'est un peu l'esprit de ça. Oui. Tout le monde qui a assisté à ça, on va dire. Effectivement, ben oui, on y dénote une complexité, une lourdeur aussi. C'est pas nouveau, je pense que ça fait longtemps qu'on en entend parler de la complexité du système de santé. C'est sûr que dans les dernières années, oui, on a vu en plus de plus grandes structures se créer sous le précédent gouvernement. Mais je pense que justement, créer justement des zones, je dirais, d'innovation ou d'échange qui peuvent permettre éventuellement justement d'apporter des idées nouvelles ou à trouver ne serait-ce que certaines idées pour améliorer ce système-là. Je pense que c'est la place et on doit en avoir plus, justement, des organismes comme vous qui réfléchissent là-dessus et qui peuvent justement apporter ces nouvelles idées-là plus haut. Mais oui, c'est sûr que nous, en politique, on est justement là pour faire le relais auprès du ministre pour que ces idées-là puissent acheminer et puissent être mises d'avant. Mais on sait aussi que le ministre, par exemple, n'a pas beaucoup de temps. Et là, présentement, il y a vraiment, évidemment, beaucoup de dossiers à gérer. Comment vous faites cheminer un dossier, par exemple, ou un article scientifique qu'Hassan a écrit? Comment vous faites ça concrètement? Il y a une sélection, j'imagine. Ben moi, personnellement, je n'en ai pas touché encore. Ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivé au bureau de comté, mais s'il y en avait justement que vous voulez, que vous dites qui sont plus importants que d'autres à être acheminés, oui, ça va me faire plaisir de les acheminer justement aux bonnes personnes au sein du cabinet. Là, ça, il n'y a aucun problème. Ça va me faire plaisir de le faire. Ben, merci beaucoup. Je juste. Là, j'ai un autre invité spécial qui est finalement un régulier dans le Living Lab. C'est Jean-Paul Fortin. Donc, Jean-Paul, c'était ton mentor, ton directeur de thèse depuis en fait plusieurs années. Tu as quand même fait ton doctorat quand même assez rapidement. Là, Jean-Paul, puis on va t'inviter aussi, Jean-Paul, à ton tour à faire une grande entrevue. Comme on t'a dit, on time ça de façon appropriée. Mais là, quand tu écoutes ton jeune là, qui a évolué comme ça, c'est quoi ça représente comme fierté? Puis comment tu l'as vu évoluer, Jean-Paul? Je dois avouer que je suis extrêmement fier. Puis là, je suis rendu à une étape où j'appelle ça. On t'entend pas. Non? Allô? Moi, j'entends. Allô? 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 Bon. Moi aussi, je vous entends. Je m'entends très bien, moi aussi. Je pense que c'est toi, Richard, qui a quelque chose. Allô? Allô, allô? Est-ce que moi, je vous entends très bien, M. Fortin? OK. Richard, ça marche-tu? Oui. OK. Donc, ce que je disais, c'était que je vivais une fierté extraordinaire. C'est vraiment l'exemple typique de la manière que je le vis, c'est de l'étudiant qui dépasse le maître. Puis qui en même temps a la générosité comme on dit, de le garder autour, puis qui me permettent d'accompagner cette évolution-là, puis même de contribuer à ça. Hassan est un personnage particulier pour moi parce qu'en fait, quand lui est arrivé, moi, je me préparais à partir. J'étais en train de faire du phasing out pour ma retraite, puis je dirais faire d'autres choses. Puis est arrivé avec la proposition de Marie-Pierre, est arrivé El Kébir Ergando,
qui rentrait dans, je voulais avoir un dossier qui était dans un des dossiers dans lesquels je travaillais, ma première ligne numérique en santé. Puis l'année d'après est arrivé Hassan. Fait que là, moi, je me suis retrouvé dans une situation un peu difficile parce que je voulais m'en aller. Puis là, quand tu embarques avec un doctorat, tu n'as que 4-5 ans. Fait que là, quand j'ai vu, par contre, je dirais, la nature de ces personnages-là, puis ce qu'ils faisaient, puis là, surtout leurs valeurs. Hassan, ce qui me frappe le plus, puis ce qui m'allume le plus, c'est les valeurs qu'il a. Des valeurs humaines, des valeurs professionnelles, des valeurs organisationnelles, et une passion autour de ça, des finalités, et de vouloir être utile aux gens qui en ont le plus besoin. Pour moi, c'était toutes des valeurs qui étaient fondamentales. Puis en plus, il est ultra sympathique. Puis il me disait que j'étais utile. Fait que mettre tout ça ensemble, fait que ça a fait que j'ai comme redémarré. Et on a fait un bon bout ensemble, on continue à le faire. Puis donc, de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose Hassan, pour moi, c'est un renouveau, c'est une renaissance, je dirais. Et ça m'a permis de vivre des étapes là, de fin de carrière, je dirais, pas mal extraordinaires par rapport je dirais, à ce que ça aurait pu être. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très, très bel hommage à Jean-Paul. Merci beaucoup. Je vais en rajouter quand je vais faire mon entretien. Je vous dirai pourquoi. On a M. Chabot ici. Bonjour. Moi, on ne vous entend pas non plus. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, Hassan. Bonjour, Christian. Tu vas bien? Ça fait oui, plaisir et toi? Ben, moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Alors, Monsieur Chabot, moi, je vous connais pas personnellement. Vous êtes un admirateur de Hassan. Oui, je suis un très grand admirateur d'Hassan. J'ai eu l'occasion de rencontrer Hassan avec Marie-Pierre Gagnon et Jean-Paul Fortin, pour ne pas le nommer. Moi, je suis un citoyen engagé dans sa santé. Je suis un patient partenaire. Je participe à quelques projets de recherche, quelques projets en amélioration continue. Actuellement, je suis avec le ministère pour les visites dans les urgences au Québec pour la fluidité des urgences, comme tel avec l'équipe du ministériel. Mais ne vous en faites pas, je ne gagne pas ma vie en tant que patient. Je gagne ma vie dans un autre système, un autre environnement. En fait, même, j'ai fait de la formation aux étudiants de la Faculté de médecine à l'Université Laval de première année, le cours MMS2. Une première bouture cette année, en espérant que ça se répète dans les prochaines années. Moi, Hassan, je connais la technologie me passionne, évidemment. Pas évidemment, vous ne connaissez pas mon background, mais j'ai un background en technologie. Donc, tout ce que Hassan, Marie-Pierre et Jean-Paul touchent m'interpelle énormément. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme étant un outil d'aide à la décision comme tel, autant du point de vue patient, autant du point de vue professionnel de la santé, ces choses-là. Mais là, je regarde, là, puis ça me frappe là, énormément le manque de ressources comme tel dans le système de santé. Puis, je me demande comme tel, puis je rêve à un projet, c'est-à-dire un projet où l'intelligence artificielle pourra capter la connaissance de professionnels qui ont de l'expérience, puis de l'amener et de la partager avec des gens qui ont moins de connaissances dans le but d'être un assistant virtuel. Donc, l'exemple le plus criant qui me vient, c'est qu'il y a en fait, pour ne pas le nommer, il y a une grande pas multinationale, mais une grande compagnie québécoise là, qui sait très bien qu'il y a des ressources qui ont de l'expertise vont partir à la retraite. Puis ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de capter, grâce à l'intelligence artificielle, leurs connaissances et de la rendre disponible aux prochaines ressources qui vont les remplacer.
Mais comme le temps joue, pas nécessairement en la faveur des gens, fait que rapidement qu'ils puissent accéder à ce genre de connaissances-là pour accéder, si vous voulez, à des outils d'aide à la décision avec des assistants qu'on dit virtuels. Question que j'ai par rapport à ça, il manque d'infirmières partout. Puis, pour faire la tournée, je regarde ça, puis beaucoup de lits, malheureusement, sont fermés à cause du manque de personnel, que ce soit des professionnels, des infirmières ou des assistants d'infirmières ou peu importe, des infirmières auxiliaires ou peu importe encore. Est-ce que l'intelligence artificielle n'aura pas un rôle à jouer par rapport à ça, justement, pour être capable d'amener la connaissance plus rapidement à ces gens-là, en amenant l'innovation, puis en s'assurant d'être capable de capter puis de répondre adéquatement, plus rapidement à des besoins criants de ressources humaines dans le réseau de la santé. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus, Hassan. Merci, Christian. C'est une question à différents niveaux. Si on parle de, comme je reviens tout à l'heure, la proposition de valeur de la technologie, aujourd'hui, théoriquement, l'intelligence artificielle pour régler tous les mots à UX à la fin là, du système de santé. Ça, c'est théoriquement. Mais après, maintenant, quand on descend vraiment sur le terrain, probablement que la technologie réglera un certain nombre de problèmes quand les conditions pour justement que la technologie puisse fonctionner et être opérationnalisée adéquatement sur le terrain soient réunies. Actuellement, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a aussi justement cette capacité, parce que quand on parle de partage de la connaissance, de la mener intelligemment, on rentre quand même dans des processus très, très complexes sur c'est quoi la connaissance, sur quoi les données dont une infirmière ou un médecin a besoin à un moment donné. Donc déjà, il faut que l'écosystème derrière, en termes de données, des qualités, en termes de maîtrise des processus, ce qu'on a un peu les workflows, là, les processus clinico-administratifs, soit déjà très, très bien balisés pour que la technologie vienne au support. Parce que la technologie sera là pour, entre guillemets, mettre en lumière ce qui marche déjà pas mal. Pour moi, la question d'optimiser moi, je vais juste raconter un peu un exemple intéressant. Il y a une technologie, par exemple, d'intelligence artificielle qui fait quoi? Qui essaie de planifier des interventions. Donc, ce n'est plus des assistants qui font, mais des interventions, par exemple, je ne sais pas, en onco, en cardio. En principe, c'est intéressant parce que finalement, on va attribuer à chaque patient, par exemple, parce qu'habituellement, il y a un patient qui va prendre 10 minutes, il y a un autre qui va prendre 45 minutes. Ça va varier. Là, on revient vraiment là, c'est une synthèse de connaissances. Donc, la technologie est capable de prévoir le temps qui va être pris par le patient. Donc, on arrive à, finalement, au niveau du planning, c'est très, très bien positionné. Donc, il y a une performance optimisation. Donc, il y a juste les administratifs qui suivent ça. Mais là, théoriquement, la technologie fonctionne très bien parce que là, habituellement, dans une journée, par exemple, dans un département, je caricature, là, je dis, ils vont faire passer une trentaine de patients. Mais avec ces technologies-là, avec l'optimisation de la planification, ça va probablement, on va en consulter 7, 8 de plus. Donc, théoriquement, c'est intéressant. Mais là, ce qu'on avait découvert, c'est que on revient au quadruple aim tout à l'heure. C'est que ce qu'on se rend compte quand on descend un petit peu sur le terrain et parler à ces personnes qui gèrent ça, justement, la planification et le patient, c'est que ces moments un peu de ce qu'on appelle de flottement. Au niveau des créneaux, par exemple, il y a un patient qui va juste prendre 10 minutes, donc la personne aura un 7-8 minutes, donc à rien faire, etc., que la technologie va prendre pour optimiser. On rend compte que sur la journée, c'était des moments très, très précieux pour les gens d'administration pour souffler. Oui, absolument. Pour souffler, pour prendre un peu de recul, parce qu'il y a des périodes un peu qui sont intenses, etc., Mais ça, la technologie ne l'a pas pris en compte. Oui, parce que probablement qu'elle n'avait peut-être pas assez de connaissances de la technologie, peut-être pas assez de données comme telles pour
prendre que ces moments-là avaient une valeur importante dans, C'est ça. dans parce que juste pour c'est que la capacité ou la performance de la technologie est théoriquement là, mais maintenant, c'est comment, dans quelles conditions il va être opérationnalisé. Mais c'est sûr et certain qu'il y a un potentiel énorme au niveau du traitement des données, au niveau de la synthèse des données. Les chatbots aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués. Même des fois, on tombe même dans le panneau là, quand on a l'impression d'échanger avec quelqu'un par exemple, pour un service à la clientèle, alors que c'est juste une technologie qui nous répond là. Donc, il y a énormément de potentiel. Maintenant, c'est vraiment les conditions. Mais je suis pas. Il y a encore j'entends encore, par exemple, aujourd'hui certaines personnes qui me disent, écoute, ça va m'économiser 5 ou 6 infirmières. C'est trop facile. Non, je ne pense pas que c'est plus dans un contexte de rareté de ressources comme tel. Et puis, pour faire du push sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'organisation qui a commencé par un projet pilote, maintenant, ils l'intègrent dans leur processus à l'interne comme tel, parce que ce n'est pas juste une période courte que ça va se durer. On est d'accord pour dire que ça va perdurer dans le temps. Fait que donc, c'est une façon pour eux autres d'amener de l'expertise, de rendre les gens plus... souvent, connaître plusieurs domaines dans une organisation, ça te donne un avantage. C'est-à-dire, tu peux mais permettre justement d'être plus flexible comme tel dans des silos, parce que souvent, surtout dans la santé, on est dans un silo ou dans un carcan, puis on ne peut pas sortir de notre carcan pour toutes sortes de raisons. Mais des fois, c'est organisationnel. Mais si on est capable d'amener puis de partager la connaissance, puis la rendre compréhensible comme telle, puis en laissant l'humain toujours responsable de sa propre décision, je pense qu'à quelque part, on pourrait utiliser cet aspect-là technologique comme étant une valeur ajoutée là, comme telle à notre système. Tu as soulevé un très bon point sur la question de laisser à l'humain, parce qu'il y a toute la notion de l'agentivité. Ouais. L'agentivité, c'est l'agent, donc ça va être ultimement humain. Mais on veut pousser un peu encore, là on revient un peu justement, des fois il faut vraiment s'inscrire dans une perspective de complexité. Ouais. Là, moi je ne serais pas surpris que ça va questionner la formation médicale. Parce qu'on a vu déjà qu'il y a énormément d'informations qui vont être absorbées, qui doivent être absorbées par les étudiants ou les résidents. Ouais. Mais quand on a une technologie qui nous recommande à un moment donné, il y a toute la question aussi de la dépendance à cette technologie-là et quasiment la perte, parce que tout à l'heure, tu as parlé justement des anciens qui sont en train de partir, mais on voit aussi que justement toute cette connaissance aussi, par exemple, d'un clinicien aux régions qui, à force de voir des cas, il n'y a jamais dans une région, il y a probablement que des exceptions comme cas, qui développent une expertise avec des modèles de collaboration interprofessionnelle qui sont très, très importantes. Ce genre d'expertise, par exemple, on risque de les perdre parce qu'on aura une technologie qui est là finalement pour nous dire quoi faire. Donc, il y a aussi cet exercice d'équilibre aussi à s'assurer qu'en termes de formation des cliniciens ou des futurs cliniciens aussi, qu'ils gardent suffisamment de connaissances qui leur appartiennent pour pouvoir agir et pratiquer indépendamment, parce que vous voyez dernièrement, l'un des plus gros défis du XXIe siècle, c'est les cyberattaques. Là, vous avez vu un peu avec ce qui s'est passé là, avec le Lieuduc là, aux États-Unis, là, et les prix sont partis. Et je pense que juste on a un avant-goût de ce qui arrive. Et vous imaginez maintenant, WannaCry, il y a 3 ans, là, avec le blocage de systèmes de santé britanniques, en quelques jours, c'est plus de, je n'ai pas les données concrètes, mais je pense que c'est plus de 600 chirurgies qui ont été annulées, plus de 19 000, si je ne me trompe pas, ambulances qui ont été redirigées, et ça avait coûté plus de 90 millions de livres pour le système de santé britannique, juste pour un piratage. Là, vous imaginez avec l'intelligence artificielle, parce qu'il faut aussi savoir qu'au niveau des piratages, par exemple, un clinicien, quand il fait une erreur professionnelle, c'est un patient. Donc, c'est un patient. Mais vous imaginez une technologie qui est trafiquée ou qui est hackée, c'est beaucoup de patients, parce qu'on risque de ne pas se rendre compte de ça que très tard, en fait. Donc, il faut aussi que
s'assurer que les cliniciens ou la clinicienne gardent cet esprit critique dans sa pratique parce que c'est très, très important. Et aussi avoir ce devoir aussi de faire une analyse critique aussi par rapport aux données là, dont tu parlais tout à l'heure, qui sont fournies. Oui. Hassan, je m'excuse, le temps, Excusez-moi. le temps passe. Monsieur Chabot, merci infiniment de votre intervention, de Merci, votre Hassan. patient partenaire qui travaille au ministère. Non, je ne travaille pas au ministère, je fais des choses pour la santé, pour tout le monde. OK, c'est ça. C'est vraiment intéressant vos questions, Monsieur Chabot. Donc, on a eu des interventions de personnes différentes qui ne viennent pas habituellement, donc c'est intéressant. On a déjà presque terminé notre temps. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est vraiment un rapid fire. Là, Hassan, ça, on fait ça avec des gens éloquents comme toi, Dr. Girard. On a beaucoup de défis avec des personnes éloquentes comme rapid fire. En 2 phrases, ils vont te poser une question. Le plus succinctement, tu es aux nouvelles, là. Tu es aux nouvelles, Hassan. T'es pas... on ne peut pas avoir 2 heures. Là. Ils veulent aller avoir ton bottom line. Je vais commencer avec une personne bottom line dans notre groupe, un étudiant qui s'appelle Nicolas, qui est rendu à son 4e mois de stage de leadership et d'innovation, étudiant en 2e année de médecine, qui, lui, il ne parle pas beaucoup. Et quand il dit une affaire, on l'écoute. Alors, lui, il va avoir la première question pour toi, Hassan, Nicolas. Et Hassan, on te surveille. Bon, là, c'est une session rapid fire des étudiants. Allô, Hassan. Puis, en fait, ma question, c'est un peu pour faire du rebond sur l'intelligence artificielle, puis ce que vous parlez tantôt. On voit beaucoup au niveau des États-Unis, les multinationales, mettons Microsoft avec la reconnaissance faciale qu'ils veulent apporter avec les dossiers électroniques. Il y a Apple Health avec leur ECG, avec l'Apple Watch, puis aussi, je pense, IBM Watson. Est-ce que ce genre d'approche-là de multinationales avec des ressources presque illimitées au niveau financièrement, est-ce que ça, selon toi, c'est une bonne façon d'implanter la technologie dans le milieu de la santé? Pour moi, ça dépend, oui ou non. C'est quel modèle, c'est limite une question philosophique que tu poses. Quel modèle de société on veut? C'est pour ça que je t'étais là, moi, je crois à la place d'un État juste qui protège les plus vulnérables. Parce que ces entreprises-là, elles sont excellentes dans ce qu'elles font, j'utilise leurs services, mais c'est des entités qui sont en train de réécrire des contrats sociaux. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos systèmes de santé et pour nos populations, ce qu'on appelle des cadres de société un peu plus solidaires? Voilà. Donc, c'était bon, ça. OK. Donc, méfiez-vous des big business, mais en même temps, ils vont pousser l'innovation à un autre niveau et on pourra en faire ce qu'on veut comme société si on a les moyens et l'initiative. Je sais que là, Benoît, aussi, qui est un ancien du Living Lab, voulait une question depuis le début. Benoît, normalement, comme tu sais, on passe les étudiants, puis après ça, l'auditoire, mais écoute, Benoît, tu es tellement impliqué, tu as beaucoup accueilli tous nos étudiants dans Charlevoix l'autre jour, puis d'ailleurs, ils vont aller te voir. J'aimerais ça que tu puisses poser ta question, Benoît. Oui. Je vais essayer de la faire dans une thématique enchantée. Pour commencer, je vais essayer de la poser dans une thématique peut-être rapid fire. Elle pourrait être vue soit au niveau de la dépendance aux environnements technologiques ou au niveau de la culture d'implantation. On le sait que souvent, quand on va en innovation, on peut appliquer une petite solution locale, mais qui va être probablement difficilement implantable ou compatible avec d'autres choses, ou on peut s'enligner sur un projet macro qui, en général, finit sur un monstre pharaonique en dépassement de coûts. Est-ce qu'il y a une solution concrète en implantation à ce dilemme-là? C'est vraiment une excellente question. En fait, pour moi, c'est un entre-deux. Il faut créer un contexte qui peut justement permettre de capitaliser sur les innovations locales pour répondre à des besoins spécifiques. Et ça, c'est très important à garder justement ça pour répondre justement à un certain niveau d'innovation très, très spécifique. Ça, c'est très important. Et là, quand on est dans une perspective centralisée, on tue quasiment cette innovation-là. Mais il y a aussi l'importance d'avoir des innovations macro parce qu'on est dans un système de santé et il faut avoir une vision d'ensemble. Si on n'a pas un dossier de santé électronique, des infrastructures
interopérable avec un réseau intégré clinique, des technologies qui se parlent, etc., on ne risque pas d'aller plus loin, même avec ces petites innovations-là. Donc, c'est un entre-deux. Et maintenant, il faut juste savoir quand on fait macro, quand on fait micro. Super, merci. Très cool. T'es capable, Hassan, t'es capable. T'aimes Bon, ça nuancé, Danny, mais là, hein, c'est comme coder aux... là, je vais passer à un étudiant de maîtrise doctorat, peut-être. Est-ce que, Julie, tu as le temps d'une question avant que tu quittes? Oui, OK. Ben oui. Oui, mais il y a plein d'affaires hein, dans tout ça, mais c'est drôle parce que je me rappelle, ça me faisait penser à, parce que là, peut-être que j'étire un peu le concept d'intelligence artificielle, mais je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue, toi et moi, Richard, par rapport au système de santé, à la rémunération des médecins, à toute la complexité de ça, puis à quel point aussi ça peut être assez opaque pour les non-spécialistes, puis la population, puis tout ça, puis je me dis, je parle tout le temps de l'optique où quand les gens sont informés, ben, ils peuvent mettre l'épaule à la roue, puis contribuer à tout ça. Puis je me demandais, Rapid Fire, est-ce que tu penses qu'un jeu vidéo style Sims City, mais genre gère ton système de santé, pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant? Ça veut dire, si j'ai bien compris, ça veut dire un Teams là, qui gère un peu tout, là? Non, un SimCity. Tu connais le jeu SimCity? Un jeu électronique? Moi, je suis déconnecté des jeux de vidéo, je suis désolé vraiment. Ben, en fait, c'est ça, c'est que l'idée, c'est ça de partir d'un jeu où est-ce que tu pars avec un budget X, puis là, ben, faut que tu gères un système de santé partout au Québec avec des contrats de médecins, avec des ci, avec des ça, avec de l'équipement, avec tout ça, puis que, finalement, les gens puissent tranquillement, pas vite, apprendre un peu à comment ça marche. Mais, je veux dire, là, ça me fait penser à ça. Ben, en fait, là, je reviens un petit peu sur ce que Porter avait dit quand il avait théorisé les systèmes de santé axés sur la valeur. Il dit que si on commence par les coûts, on fait mauvaise route. Ça veut dire que probablement, il y a énormément de dépenses initialement, mais il faut avoir une vision moyen et long terme. Parce que, sincèrement, avec les technologies aujourd'hui, il faut, pour moi, l'efficience est utopique. Quand on voit l'évolution de nos sociétés, etc. Mais comment mieux utiliser et orienter les budgets et justement par rapport à des besoins. C'est ça l'économie, c'est dépenser des ressources limitées par rapport à des besoins illimités. Pour moi, c'est comment on va mieux gérer justement ces finances-là. Et c'est là justement que je reviens tout à l'heure quand j'ai dit que le système de santé n'est pas adapté, même à savoir un trajectoire de soins coûte combien? Parce qu'on n'a pas d'information, on n'a pas de système de santé, on n'a pas de système d'information justement continu pour savoir un peu théoriser par exemple la trajectoire de soins et dire on peut probablement développer une technologie ou implanter une technologie axée sur la valeur qui permet au bout de 100 000 $, que ça soit 70 000 $. Mais si on commence à parler des coûts dès le début, je pense qu'on part sur de mauvaises bases. Donc, l'importance des coûts. Je vais prendre une dernière question d'un étudiant, après ça, on va embarquer sur une autre chose pour terminer. Je vais aller avec peut-être un étudiant en médecine, un étudiant aux études avancées. Et là, Jenny Barrette, tu vas surveiller la première main qui se lève. OK. On a Diane, je ne suis pas certaine que c'est la première que j'ai vue. Diane et Sinan pour... Diane et Sinan, puis après ça, on va faire quelque chose d'autre, vous allez voir. Donc, Diane. Oui, OK. Je vais essayer d'être succincte. Ce n'est pas mon point fort. OK. Donc, au cours de votre présentation, on dirait qu'il y a un thème qui revient beaucoup et puis on dirait qu'il y a un problème de metrics, tu sais, quoi mesurer? C'est quoi qu'on mesure? Parce que, tu sais, comme quand vous avez dit quand ils sont allés out for tender ou qu'il y a un tropisme ou, tu sais, c'est comme comment est-ce qu'on qualifie ce qu'on mesure, ça va affecter nos observations, ça va affecter nos résultats. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder ça comme ce point mort dans l'intelligence artificielle? C'est vraiment une très, très belle question. Pour moi, justement, c'est là le défi aujourd'hui que des technologies d'intelligence artificielle soient contextualisées par rapport à c'est quoi nos mesures de performance, de qualité des soins, d'expérience des soins et services qui sont rien à voir avec ce qu'on a aux États-Unis, etc., etc. Et c'est aussi tout un exercice à faire aujourd'hui de codifier ces critères d'évaluation. Mais pour moi, il y a la dimension quantitative, mais il y a aussi la qualification.
le quali, l'expérience du service, aujourd'hui, c'est très, très important aussi, mais c'est tout un débat aujourd'hui, comment on va essayer d'aller chercher ça. Merci. Super. Alors, Sinan. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui. OK. Donc, nous savons tous que l'intelligence artificielle se nourrit de données. Et On ne t'entend pas bien. Ça va? Vas-y. Oui. Alors, donc, l'intelligence artificielle se nourrit des données et la collecte de données crée des problèmes de vie privée. Donc, quel est votre point de vue concernant, nous sommes dans des pays démocratiques, hein, donc quel est votre point de vue concernant la vie privée et le souci de réticence que ça peut créer au niveau de la population? En fait, la question de la sécurité des données est présente et très, très importante. Et pour moi, elle doit faire l'objet d'un débat démocratique, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Quand on voit un certain nombre de discours, par exemple, politiques et autres, c'est vrai qu'on est dans une société démocratique, mais la démocratie, c'est un combat tous les jours. Et c'est ça que les gens ont tendance à oublier, qu'il faut parler, il faut prendre de l'espace pour justement sur cette question-là, comment on va utiliser nos données nationales justement pour, à des fins justement comment dire, de développer des innovations au service de la population. Aujourd'hui, c'est un peu les deux extrêmes, en fait, des discours qui ne veulent rien savoir et des discours qui veulent juste innover pour passer au marché. Merci. Donc, là, ce qu'on va faire pour terminer, je vais juste faire un petit tour. On va commencer par les étudiants qui n'ont pas pu poser une question. J'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez appris et comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à la session. Donc, une émotion, mais un fait. Je vais commencer avec Cody. Ben oui, en tout cas, ça fait plusieurs fois qu'on vous rencontre, Monsieur Alami, puis c'est super, c'est vraiment super là, à chaque fois. C'est vraiment des discussions qui sont super intéressantes. Moi, je dirais qu'une chose que je retiens encore pour aujourd'hui, c'est toujours, vous l'avez dit, là, réfléchir à même l'implantation, à même le processus d'implantation des innovations, réfléchir à la qualité du travail, puis à la satisfaction de la personne qui va utiliser l'innovation. Fait que vraiment toujours, c'est comme s'il fallait toujours tout prendre en considération en même temps. Puis c'est un peu ça que je vois quand vous parlez. Puis c'est ça que je retiens vraiment. Pas penser uniquement à la technologie, mais vraiment penser au contexte dans lequel cette technologie s'implante, puis au contexte dans lequel, technologie, innovation, là, peut-être que je change les mots un peu, mais vraiment avoir une vue d'ensemble de la situation quand on pense à l'implantation d'innovation. Puis c'est vraiment ça que je retiens après chaque discussion. Puis c'est pas mal ça que j'aurais à dire. Et comment tu te sens par rapport à l'entrevue d'aujourd'hui? Je me sens, à chaque fois qu'on vous écoute, ça va super vite, fait que je me sens un peu saturé d'informations, mais c'est ça. C'est étourdissant, lui et Jean-Paul, ils ont beaucoup d'informations à nous transmettre de façon très éloquente et on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour absorber tout ça. Je vais aller avec Stéphie. Qu'est-ce que tu as appris et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la session en Rapid Fire? Bien, j'aimerais commencer par dire merci. J'ai trouvé en général que c'était hyper stimulant. Puis j'aimais aussi lorsque vous expliquez votre processus de rédaction, puis aussi la mission en fait que vous avez abordée par rapport au fait que pourquoi on écrit, c'est vraiment fondamental et aussi il faut aimer ce qu'on fait. Puis ce que j'ai appris, c'est le système de pensée systémique. Puis comment ce qu'on voit sur le terrain et les différents acteurs, la complexité du problème. Puis par rapport à ça, je me sens comme j'ai un peu le vertige, mais en même temps, j'aimerais en savoir plus. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'espère qu'il y aura d'autres occasions comme celle-là. Alors, merci encore. Merci, Stéphie. Émilie, qu'est-ce que tu as appris et comment tu te sens? Oui, ben moi j'ai pris plein de notes, là, fait que c'est sûr qu'il va falloir que je retourne les lire un peu pour remettre de l'ordre dans mes pensées par rapport à ce qu'on a dit, parce qu'on a abordé vraiment plein de thèmes. C'était super intéressant. Moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'était
surtout quand on abordait le sujet de définir les objectifs avant d'aller implanter une innovation, qu'il faut vraiment être prudent de savoir pourquoi tu amènes une innovation, c'est pas juste innover parce que tu veux innover sans savoir vraiment ce que tu t'en vas faire avec ça. Je pense que c'est une réflexion qui est pertinente à avoir. Puis sinon, c'est ça. C'est comme dit Cody, là, c'est toujours extrêmement intéressant de vous écouter parler. Vous avez tellement des connaissances. C'est vraiment le fun. Là, fait que je me sens inspirée. Puis c'est ça. Il y avait quand même beaucoup d'informations. Fait que j'ai hâte de pouvoir faire de l'ordre un peu dans mes idées. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Lauriane? Oui, ben merci pour la présentation. La chose que j'ai appris, en fait, ce serait de bien s'entourer. Hassan Ami a l'air de dire que, bon, c'est pas juste lui qui écrit les choses, mais c'est aussi toutes les autres qui viennent relire, puis viennent ajouter leur point de vue, puis avec des discussions aussi. Puis je pense que chaque discussion, justement, il en ressort une idée, puis qui peut nous aider individuellement dans nos écrits. Puis mon sentiment, je dirais que je suis prête à aller écrire, là. Et d'ailleurs, il faut que je lis ce que tu m'as envoyé, Lauriane, très bientôt. OK. Alors, je pense que, Émeric, qu'est-ce que tu as appris? Comment tu te sens? Puis je pense qu'on a pas mal fait le tour. Fatima, Jenny, n'hésitez pas aussi pour faire un petit mot de conclusion aussi, comme les deux coordonnatrices. Émeric, qu'est-ce que tu as appris? Ouais. En fait, ce que je retiens, c'est de quoi d'assez, qui peut paraître assez simple, mais parce que ça va me trotter dans la tête la journée, mais c'est de finir tout ce qu'on start, là, tout ce qu'on commence. Puis ça, plus j'avance dans le domaine, plus qu'on commence des affaires, puis ça vient difficile, puis avec ça vient comme une éthique qu'il faut s'y mettre, hein, puis donner du temps pour... parce qu'on dirait que plus on en fait, plus on veut en faire, hein, donc... Fait que pour ça, j'imagine que pour se rendre où ce que vous êtes à un niveau d'écriture, il faut absolument que comme vous ayez l'éthique de finir ce que vous commencez. Puis ça, en fait, ça me laisse, l'entrevue me laisse très, très, je peux dire, intrigué. Moi, je pense qu'intrigué, c'est peut-être le mot, là, sur comment vous faites pour justement finir tout ce que vous commencez et pas se perdre à quelque part dans un projet, pas se perdre ailleurs. Donc, c'est impressionnant quand même. Bon point, Émeric. Fatima, comment tu te sens et donc Fatima, coordonnatrice de la chaire, doctorat en épidémiologie, mais qui travaille beaucoup avec les étudiants, donc dans leur projet d'école d'été. Et Fatima, est-ce que je ne sais pas si tu es encore là, si tu es disposé. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ça? Tu connais quand même Hassan là, depuis un bout, là, et comment tu te sens? C'est difficile d'ajouter de nouveaux mots. Je pense que tout a été dit. Ce que moi, je retiens d'Hassan, il a l'art de la communication. Donc, j'ai vu qu'il a une belle plume et il a aussi la facilité de communiquer oralement, ce qui est rare. Souvent, on trouve des gens qui savent faire soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Je n'ai pas grand-chose à ajouter plus que ce qui a été déjà dit. Ah, non, c'est bien. Et Jenny, avant qu'on laisse le dernier mot à Hassan, qui va nous dire, lui, qu'est-ce qu'il a appris, lui, de l'expérience aujourd'hui et comment il se sent. Jenny, qu'est-ce que tu as appris, toi? Tu viens de l'extérieur, tu es local dans le Living Lab, mais tu vois passer plein de choses depuis quelques mois, mais en même temps, tu n'es pas dans le monde de la rédaction scientifique et tout. Qu'est-ce que tu as appris? En fait, j'ai beaucoup remarqué sa pensée nuancée où, je me souviens plus qui nous avait dit, on est le système, on fait partie de ce système-là. Puis je trouve qu'Hassan, quand il nomme, il y a toujours cette humilité, jamais de reproche par rapport à ça, compréhension des grandes difficultés à travers ça. Je trouve ça vraiment positif. Puis j'aurais envie de lui lancer une question qui tue. On dit souvent, peut-être plus dans le monde du business, que c'est toujours 10% pour la bonne idée, puis tout ça, puis 90% de sueur pour comme réussir à implanter quelque chose. Puis, je vois toutes les qualités humaines que tu possèdes, puis je me dis, mon Dieu, il n'y a pas des fois un peu une envie d'aller opérationnaliser tout ce que vous connaissez aujourd'hui?
C'est intéressant parce que justement, nous, on opérationnalise beaucoup dans Living Lab. On essaye et c'est très difficile et on prend beaucoup de conseils de Jean-Paul et Hassan. Alors, peut-être qu'on va te laisser répondre à cette question-là, Hassan, que je ne t'ai jamais posée, en fait. Et après ça, tu pourras nous dire qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui et comment tu te sens. Vas-y, Hassan. Merci Jenny, parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu au début, moi, j'ai commencé mon aventure en informatique médicale ou technologie numérique de l'implantation. Ça veut dire que le premier travail que j'avais fait à l'époque, c'était évaluer ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez, l'université virtuelle francophone, l'université médicale virtuelle francophone. Je ne sais pas s'il existe encore ou pas. Je l'avais évalué. À un moment donné, j'avais travaillé aussi en entreprise, vraiment dans une entreprise qui développait des technologies de radiologie et développait aussi des outils électroniques. Et c'est là où j'ai vu la limite de cette pensée que je me dis, mais qu'est-ce qui manquait dans le terrain, dans cette complexité pour que je comprenne? Donc, finalement, entre guillemets, j'avais commencé par entre guillemets, l'implantation, mais dans une perspective un peu solutionniste, qu'on va commencer par la fin et regarder toutes les difficultés que ça prend. Mais l'exercice de l'implantation, actuellement, même ici, avec le CHUM, c'est vraiment pour moi, l'idée principale quand je fournis ces informations-là, c'est pour guider vraiment, et pas guider, c'est un gros mot pour moi, davantage, c'est pour éclairer l'implantation. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse vraiment aux sciences d'implantation. C'était la question de la scientificité de la démarche. Comment réussir l'implantation avec les conditions. Et c'est vraiment une perspective très, très, très pratique, pas juste conceptuelle ou théorique. OK. Alors, Hassan, qu'est-ce que tu as appris, toi, de la session d'aujourd'hui? Sincèrement, là, je me suis rendu compte, j'étais quand même très stressé, même si ça ne se voyait pas, mais je suis un angoissé de la vie. Là, et sincèrement, j'appréhendais comme disait Orson Welles, donner un masque aux gens et là, ils vous diront la vérité. C'est à peu près ça que je joue. En fait, j'avais un petit peu un peu d'appréhension, comment je vais répondre, parce qu'en même temps, vous connaissez un petit peu, je peux partir dans tous les sens, faire des citations, etc. Mais c'est un peu ça, pour moi, l'exercice difficile à gérer, de comment je vais répondre aux questions. Mais c'est vraiment un très, très bel exercice. Et j'espère vraiment qu'il vous soit utile, etc. etc. C'est pour ça aussi que j'essaye davantage d'amener cette perspective-là. Moi, je n'ai pas de recommandations à donner, comme j'ai dit tout à l'heure, mais probablement s'il y a des leçons de vie à amener, là, après chacun, comme dit Edgar Morin, il n'y a pas de chemin dans la vie, il y a des cheminements. Chacun de vous va cheminer à sa manière et voilà. Et je vous souhaite surtout du succès et du plaisir dans ce que vous faites. Et y a-tu bien décrit comment il se sent? Il a dit, OK, il a dit qu'il était stressé, tout ça, mais maintenant, aujourd'hui, tu n'es pas stressé. Après, comment c'était? Non, mais sincèrement, là, je suis soulagé, mais en même temps, c'est intéressant aussi quand on est dans un auditoire ou un public bienveillant. On est là pour apprendre, on est là, même si on est virtuellement, là, c'est vrai, mais c'est intéressant aussi comment on se projette à l'intérieur d'un collectif qui nous rassure aussi, mais aussi qui est là soit pour apprendre ou pour nous connaître. Et ça, c'est agréable consentement à la fin. Donc, finalement, on se sent moins menacé, mais davantage plus valorisé. Là. Quand on entend ces mots-là aussi que les gens disent, ça nous touche énormément et on n'est pas insensible à ce genre de choses. Hassan, merci beaucoup pour ce grand entretien. Merci beaucoup de participer avec nous dans le Living Lab, à différents aspects du Living Lab. Ça nous a vraiment fait plaisir. Chaud au cœur de te voir, d'entendre tes réponses encore très profondes, nuancées, toutes tes connaissances et ta générosité de ton temps. Ça fait presque 2 heures maintenant. C'est une des plus longues grandes entrevues et une des plus intéressantes aussi. Donc, merci beaucoup, Hassan.